Pour moi, il y a vraiment un aspect essentiel dans l'éducation que probablement on oublie un peu trop souvent. On parle d'éducation pour former un métier, etc. Mais pour moi, l'éducation, la première chose, c'est de former aussi des gens qui sont des êtres humains, qui vont être capables de vivre en collectivité. Et donc oui, la formation, c'est pour avoir un métier, mais c'est pour moi, dans l'éducation, c'est plus que ça. C'est faire grandir des gens qui vont être des hommes et des femmes, des citoyens, des gens capables de vivre ensemble, de parler ensemble. Alors on peut se dire, mais de quoi elle parle, elle est mathématicienne, quel est le rapport avec la choucroute? Et je crois que quand même, dans les sciences, c'est pas que dans les mathématiques, mais aussi dans les mathématiques, il y a un certain nombre de choses qui peuvent éclairer ce savoir-vivre ensemble, en fait. Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de vous retrouver. Vous écoutez la seconde partie de mon entretien avec Laure Saint-Raymond, académicienne et professeure permanente à l'Institut des hautes études scientifiques. Dans l'épisode précédent, Laure est revenue sur son parcours du lycée au doctorat. Elle nous a raconté ce qui a déclenché son intérêt pour les mathématiques, nous a parlé de son goût pour la physique et a partagé avec nous sa vision de la science. Dans cette seconde partie, on continue à revisiter la carrière de Laure en revenant sur les différents postes qu'elle a obtenus avec son éclairage sur la raison de ses choix. Elle nous décrira également les questions scientifiques qui l'intéressent, à savoir entre autres, comprendre le lien entre une description statistique des gaz, très complexe, prenant en compte le fait qu'un gaz est constitué d'un très grand nombre de particules, à une vision plus fluide qui décrit l'air plutôt comme un milieu continu. Ensemble, on abordera son année sabbatique à Boston et ce qu'elle lui a apporté, son rapport au métier de chercheur et chercheuse en mathématiques et l'évolution de ce métier sur ces dernières années, son rapport au processus d'évaluation, son point de vue sur ce que ça change au quotidien d'être une femme dans la recherche concernant certaines tâches, et elle nous confiera pourquoi la diffusion scientifique est vraiment importante pour elle. Sa carte blanche est d'ailleurs connexe à cette question, car elle nous y parle d'éducation, ou plus précisément de comment la science vient prendre, ou devrait venir prendre, sa place dans l'éducation, afin de former de meilleurs citoyens capables de vivre en collectivité. C'était un échange extrêmement riche que je suis ravie de vous faire découvrir. L'épisode reprend au moment où Laure venait de finir de nous parler de sa vie durant sa thèse. Bonne écoute! Ok, donc écoute, on va conclure cette première partie sur le retour sur ton parcours avec ton doctorat, et je vais traiter le reste de ta carrière dans la deuxième partie consacrée à ta vie de chercheuse. Parce qu'en fait, donc, t'as eu souvent, j'inclus les post-docs, etc. dedans, mais toi, t'as eu un début de carrière assez fulgurant, en fait, parce qu'en très peu de temps, t'es passé professeur. Donc, j'ai expliqué dans les épisodes précédents que on passe des concours pour obtenir des postes permanents. Donc, quand on obtient ces concours, on rentre dans le corps des chargés de recherche, maîtres et maîtresses de conférences, avec une grille indiciaire qui fait qu'on avance automatiquement au cours des années. C'est ça qui fait évoluer le salaire. Et au bout d'un certain temps, un peu de temps quand même, y a un plafond à ce salaire. Et donc, si on veut continuer à avoir de l'avancement, là, il faut passer le concours de professeur des universités, si on est maîtresse de conférence, ou directeur de recherche, si on est chargé de recherche. Même si les chargés de recherche, comme toi tu l'as fait, peuvent aussi passer les concours de professeur des universités. Et donc, toi, c'est ce que tu as fait en un temps très court, qui correspond pas au délai classique quand même, ça je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire que de 99 à 2000, t'as fait une année de ce qu'on appelle agrégée préparatrice. Donc ça, je vais pas l'expliquer parce qu'on en a déjà parlé dans des épisodes. Je vous renvoie vers l'épisode avec Ramla où on explique précisément ce que c'est. Donc t'as fait une année, je pense, pour finir ta thèse, c'est ça? 99-2000? Oui, j'ai vraiment pris mon temps pour faire ma thèse, puisque effectivement, je savais que j'aurais un poste d'agrégée préparatrice à l'école normale, qui est quand même un poste en or. Il y a un petit peu d'enseignement, mais c'est une charge très raisonnable, et puis dans un environnement qui est super. Donc voilà. Et 2000, là, tu as été recruté, donc tu as passé le concours CNRS, tu as été recruté chargé de recherche au CNRS. Et 2002, tu es passé professeur à l'université qui s'appelait à l'époque Pierre et Marie Curie. J'ai plusieurs questions. D'abord, le CNRS plutôt que maîtresse de conférence, c'était naturel ou t'as passé les deux? Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas passé de concours de maître de conférence parce que j'avais ce poste d'agrégée préparatrice, qui est un poste avec beaucoup moins d'enseignement que les postes de maître de conférence, qui était un poste quand même sans être un poste permanent, un poste quand même au long cours. C'est un poste qu'on pouvait garder 6 ans.
Donc, par exemple, sur ces postes, par exemple, Emmanuel Grenier ou Cédric Villani sont restés jusqu'à être profs. Donc, il n'y a pas vraiment... En fait, si on a comme on a beaucoup de temps pour faire sa recherche quand même sur ces postes-là et que c'est des postes à relativement longue durée, on n'a pas vraiment besoin de passer par l'étape de maître de conférence si la recherche marche bien. Enfin voilà, après c'est toujours pareil. Hein, après c'est des concours, donc il faut. Mais du coup, non, j'ai jamais candidaté maître de conférence. Et par contre, j'ai quand même candidaté CNRS parce que bon, pour plusieurs raisons que je saurais peut-être pas donner exactement aujourd'hui parce que c'est pareil, la même mémoire peut-être est pas tout à fait fidèle. Mais la première, c'est que même si c'était un poste pour 6 ans, je me disais quand même entre un poste pour 6 ans et un poste permanent, il y a quand même un qui a un peu plus de sécurité que l'autre. Moi, j'avais déjà un enfant, hein, donc et puis l'autre avantage du poste CNRS, comme tu l'as dit, c'est qu'il n'est pas affecté à un laboratoire, et donc ça me donnait aussi pas mal de flexibilité. Parce qu'à ce moment-là, mon mari, lui, il avait pas fini sa thèse, et donc on savait pas trop bien où lui il aurait un poste qu'il ferait après. Enfin voilà, et donc le CNRS me donnait la possibilité de muter facilement si c'était nécessaire. Oui, parce que contrairement à moi, qui suis recrutée par Sorbonne Université, si je veux changer d'endroit, faut que je repasse un autre concours. C'est pas le cas quand on est chargé de recherche. Donc 2000 recrutés au CNRS et 2002 directement professeur, comme je disais. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de prendre un poste avec une charge d'enseignement attachée? Ce que je veux dire par là, c'est que tu aurais pu, quand on est chargé de recherche, quitte à attendre, vouloir passer directrice de recherche, et là, à nouveau, t'as pas de charge d'enseignement attachée. Ça veut pas dire que tu n'en fais pas, mais ça fait pas partie de ta fiche de poste. Toi, t'as fait le choix de très vite repasser dans le corps plutôt de professeur des universités. Pourquoi? Voilà, c'est pareil, tu vois, c'est de relire l'histoire avec beaucoup de recul, c'est toujours un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont différentes aujourd'hui, par exemple. Donc, aujourd'hui, je pense que presque tous les chargés de recherche, il y a quand même beaucoup de postes de DR, en fait, par rapport au nombre de postes de CR. Et donc, essentiellement, presque tous les CR, s'ils sont prêts à attendre suffisamment longtemps, deviennent DR. C'était pas du tout le cas. Donc, c'était une époque où il y avait beaucoup plus de flux de CR vers l'université parce qu'il y avait presque pas de postes de DR. Et donc voilà, moi je me percevais pas comme forcément quelqu'un qui aurait la possibilité un jour d'avoir un poste de DR. Enfin, je pense que ça aurait été très prétentieux de pouvoir se dire si moi c'est bon. Donc il y avait pas forcément cette perspective là. Et donc je pense que tous les CR qui ont été recrutés la même année que moi ou avant moi, pratiquement tous. À part quelques-uns qui, pour des raisons, encore une fois, de flexibilité géographique ou vraiment qu'ils aimaient vraiment pas l'enseignement ou pour d'autres raisons. Sinon, c'était quand même, je dirais, le parcours normal. C'est-à-dire que pour ça, les maths, quelque part, étaient, même, ça le reste un petit peu, mais c'était un peu l'exception. C'est-à-dire que dans d'autres sciences, soit on fait toute sa carrière au CNRS, soit on fait toute sa carrière à l'université. Mais en maths, il y avait ce choix qui avait été fait d'ouvrir beaucoup de postes pour des jeunes chercheurs, c'est-à-dire de laisser cette chance que quand même un poste au CNRS, c'est un poste sans enseignement. Ça veut pas dire qu'on peut pas enseigner du tout. Si on veut enseigner un cours, c'est possible, mais il y a pas de charge d'enseignement, donc ça laisse quand même beaucoup de temps pour la recherche dans des années au départ où on est quand même assez productif. Hein, il faut quand même le dire, on est quand même en général assez, en tout cas en maths, assez productif quand on est plus jeune. Hein. Donc c'était un choix, je pense, de la section et donc de la communauté de maths dans son ensemble, de dire on va privilégier d'ouvrir beaucoup de postes, enfin relativement beaucoup de postes CNRS pour des jeunes, leur laisser 3 ans, 5 ans, je sais pas combien c'était la moyenne, sans doute 5 ans, à faire que de la recherche, à produire, et puis après viendra le temps où ils repasseront professeurs d'université et ils participeront aussi à leur tour à cette charge qui est une charge importante. Hein. L'enseignement, on en parle souvent comme une charge, mais c'est aussi la transmission, c'est important. Hein, donc voilà. Donc je pense que c'est important de replacer dans son contexte. La première chose, c'est que
à ce moment-là, c'était normal, quand on avait eu un poste de chargé de recherche, de candidater comme professeur à l'université. Alors après, je suis d'accord que j'ai fait ça assez vite. Et là, je dirais que c'est plus l'occasion qui fait le larron. Il y avait plusieurs postes en région parisienne cette année-là. J'ai soutenu mon HDR assez vite parce que donc il y a eu ce résultat là sur la limite hydro de Boltzmann qui a été assez remarqué. Donc HDR, habilitation à diriger la recherche. Donc c'est le diplôme qui permet de pouvoir candidater à un poste de professeur des universités ou directeur de recherche. Donc, il faut un diplôme en plus de la thèse pour pouvoir être candidat sur ces postes. Et donc, voilà, moi j'ai passé mon habilitation assez vite puisque j'avais du coup un ensemble de résultats qui permettaient de le faire, qui permettait éventuellement de commencer à encadrer des étudiants. Ce que j'ai pas fait tout de suite, c'est que j'ai toujours du mal à faire parce que j'ai toujours beaucoup d'angoisse à encadrer des étudiants. Mais voilà, en tout cas, donc et puis après il y avait des postes sur Paris et donc quelque part j'ai candidaté mais sans plus vraiment d'idée que ça allait aboutir. Voilà, je sais pas, il y avait tous les autres CR de mon labo là cette année-là qui candidataient, j'avais aussi une HDR, j'ai candidaté, honnêtement, j'y croyais pas plus que ça. D'accord. Voilà. C'est marrant. Ok. Et donc, un point que j'ai pas mentionné dans mon explication, c'est que, alors, c'est une règle relativement récente ou pas, ça tu pourras me dire. Je vous ai expliqué que quand on veut avoir de l'avancement, quand on est maîtresse de conférence, on cherche à passer professeur des universités. Et il s'avère que en maths, il y a une règle tacite. C'est pas une règle officielle, elle est nulle part, mais elle est appliquée, de ce qu'on appelle le non-recrutement local. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer de corps dans son université. Si on veut passer professeur des universités, il faudrait que je quitte Sorbonne Université. Est-ce que tu sais de quand date cette règle, et puis qu'est-ce que toi tu en penses à titre personnel? Alors, d'une part, c'est pas une règle qui est écrite nulle part, parce qu'elle n'est pas légale. C'est plus une habitude de la communauté. Qui a un certain nombre d'exceptions, et j'y reviendrai. La motivation de ça, c'est de dire que quelque part, c'est bien. Alors la première étape où ça s'applique, c'est qu'on n'est pas recruté maître de conférence dans l'université où on a fait sa thèse. Oui, ça marche déjà là, effectivement. Et là, la raison est très simple, c'est que à un moment, il faut qu'un jeune, il se quelque part dit comme ça, c'est très péjoratif, mais il se libère de l'emprise, qui est pas c'est pas le bon mot parce que mais voilà, qui trace sa route, quoi, qui prenne son envol, qui soit pas juste l'élève de son directeur de thèse. Donc la raison, elle est là, elle est que c'est aussi important de pas s'enferrer dans un sujet, de pas faire que des choses très consanguines. Et donc dans un esprit de diversité, je pense, c'est important que les gens aillent voir ailleurs que ce qu'ils ont fait dans leur thèse. Et puis ensuite alors c'est de plus en plus le cas puisque aujourd'hui les gens font des post-docs, donc de toute façon ils voient autre chose. Mais voilà, je pense que la motivation pour cette règle, et elle est la même quelque part pour les professeurs des universités, c'est de dire c'est important qu'il y ait des mélanges, que les différentes communautés se parlent, plutôt qu'on fasse toute la communauté autour de quelqu'un qui serait quelque chose de très mandarinal à tel endroit, et une autre communauté à un autre endroit, puis les gens se parlent pas. Donc voilà, il y a cette idée de mélanger, et que cette diversité et ce mélange sont des choses qui sont des plus pour la créativité, et pour aussi l'idée qu'on forme une communauté tous ensemble. Je pense que c'est important aussi de dire c'est pas l'école de machin, l'école de truc, c'est la communauté mathématique en France, et puis de plus en plus internationale. Mais voilà, il y a quand même ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui est plus grand, et qui me paraît quelque chose d'assez sain. Alors évidemment, les maths ont cette spécificité que typiquement, il n'y a pas de grosse manip. Quand on travaille sur une très grosse manip, c'est pas forcément si simple que ça de changer d'endroit, parce que s'il faut transporter c'est des manips qui peuvent coûter jusqu'à des millions, on se balade pas avec sa manip. C'est plus facile de se balader avec son crayon, son papier, même son ordinateur portable. Voilà, on a moins cette contrainte. Donc ça, c'est je dirais la raison, je pense la meilleure raison pour laquelle cette règle est imposée.
Alors, comme j'ai dit, il y a des exceptions. Je fais partie de cette exception au premier titre, c'est que quand on a été recruté par le CNRS, les gens estiment que c'est un jury national qui vous a recruté et que donc ça va pas être le même jury qui vous recrute localement après comme professeur si vous êtes recruté dans la même université où vous étiez en poste. Donc, c'est quand même une façon de faire un petit peu du slalom dans les mais l'idée c'est de dire en fait c'est quand même pas 2 fois le même jury qui vous a recruté, donc c'est pas complètement consanguin. Une fois vous avez été recruté par un jury national et vous avez atterri dans ce labo, et la deuxième fois vous avez été recruté par un comité local. Oui, parce que ce que j'ai pas dit c'est que tu étais chargé de recherche dans le même laboratoire. Tu étais affecté Donc moi effectivement, j'ai pas bougé de laboratoire de recherche. Voilà. Donc la raison qui a été invoquée, c'est celle-là, c'est que j'avais été recrutée par le CNRS et pas par le laboratoire lui-même. Et donc voilà. Et l'autre raison était que j'avais passé que 2 années dans ce laboratoire, donc il n'y avait pas encore d'urgence très grande à ce que j'aille prendre l'air ailleurs. Moi, ça m'arrangeait puisque, comme j'ai dit, j'avais une famille que je pouvais pas quand même bouger complètement. Bon, même si à Paris, on peut changer d'université sans. C'est plus simple qu'en province, c'est sûr. Sans Donc après, évidemment, cette règle, elle a aussi des inconvénients. Je pense qu'il faut le dire parce que sinon, c'est pas juste en fait. C'est que quand on est à Paris, changer d'aller de Paris 6 à Paris 7 ou de Paris 6 à Paris 5 ou à Paris 11 ou Paris 13, ça reste quelque chose qui est complètement compatible avec le fait de rester habité au même endroit et donc avec toutes les questions de problèmes à 2 corps, comme on dit, toutes les questions familiales. Donc on peut quelque part changer de labo sans être que ça soit une organisation familiale derrière très compliquée. On voit bien que cette règle pénalise quand même des gens qui sont dans des plus petits labos, parce que quand vous êtes au laboratoire de Dijon, si vous devez changer de laboratoire, vous n'allez pas être juste à côté. Donc ça veut dire soit que vous emmenez toute votre famille, soit que vous faites des allers-retours et que c'est fatigant. Et donc la conséquence de ça, et je pense que peut le dire quand même assez clairement, c'est que il y a eu beaucoup moins de promotions chez les femmes que chez les hommes, puisque dans l'imaginaire collectif, en tout cas, c'est monsieur qui choisit l'endroit où il travaille et madame qui suit. Alors ça change. Là aussi, je suis un contre-exemple à ça, puisque j'ai bougé plusieurs fois et c'est toujours mon mari qui m'a suivi. Moi aussi, c'est mon mari qui m'a suivi. mais n'empêche que je pense que quand on analyse des raisons éventuellement de différence de carrière chez les hommes ou chez les femmes en maths, c'est aussi sûrement une raison qu'on peut pas complètement écarter. Et donc il y a eu un deuxième type d'exceptions qui sont des postes particuliers, qui sont des postes de transformation, en fait, de postes de gens qui sont maîtres de conférences dans un labo et qu'on promeut professeurs sur place. Donc ils sont des postes à part, c'est pas un concours extérieur, ils sont ouverts que à des gens qui sont déjà sur place et qu'on a utilisé de temps en temps pour promouvoir notamment des femmes qui avaient fait toute une carrière dans un laboratoire, très investi à la fois sur l'enseignement, la recherche, etc. Et on se disait, quand même, il y a un moment où il faut un petit peu réparer quelque part ce qu'on a créé en donnant cette règle de non-recrutement local. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément génial parce qu'on répare, mais on crée plein de frustrations parce qu'on le fait pour une personne, mais si on l'a fait pour une, il faut le faire pour une deuxième. Et puis, on peut pas le faire pour tout le monde parce que sinon on n'a plus jamais d'autres postes plus ouverts et que du coup, on a complètement contourné la règle. Et donc, il n'y a pas de bonne solution. Voilà. Je pense que cette règle, de façon générale, de non-recrutement local est une bonne règle, mais ça pose tout un tas de problèmes annexes. Et je pense pas qu'on ait, à ce jour, trouvé une solution qui soit complètement satisfaisante. Y en a-t-il une? Ok, merci. Donc, au bout de 5 ans, il me semble, tu es partie en détachement à l'ENS Paris? Même pas. J'ai dû faire 3 années, en fait. 3 ans? Peut-être 2006, peut-être 4 années. 4 années, mais dont j'ai dû passer presque 2 au moins totalement en congé maternité. Oui, effectivement. Et donc, t'es partie en détachement à l'ENS. Pourquoi avoir fait le choix parce que bon, ça restait Paris, t'allais pas très loin en plus, mais pourquoi avoir fait le choix d'aller à l'école normale? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on me l'a proposé et que ça peut-être c'est une mauvaise raison, mais ça se refuse pas vraiment. Et je vais expliquer pourquoi ça se refuse pas vraiment.
D'abord parce que j'ai beaucoup reçu à l'école normale et que je trouvais ça normal de rendre. D'accord. Voilà. Et puis aussi de façon égoïste parce que c'est vrai qu'on se retrouve face à des étudiants qui sont des étudiants quand même globalement brillants, où il y a vraiment du répondant. Donc non pas qu'il n'y ait pas d'étudiants brillants à la fac, j'ai pas dit ça et je ne le pense pas, mais les étudiants brillants à la fac sont noyés au milieu d'un tas d'étudiants qui sont sans doute moins brillants et surtout beaucoup moins motivés. Donc pour moi, il y a cette différence notable qui est que on se retrouve face à des gens qui en face de soi qui sont tous qui ont envie d'apprendre. Alors que quand on fait effectivement un amphi à la fac, il y a des étudiants motivés, des bons étudiants. Il faut pas dire qu'il n'y a pas de bons étudiants à la fac, parce que je pense qu'être un bon étudiant à la fac, pour ça il faut être très doué, très travailleur, très autonome. Donc je veux pas du tout diminuer au contraire. Je pense que pour réussir à la fac, c'est des gens qui ont beaucoup d'indépendance. Et Nathalie, tu t'es bien placée pour le savoir. Mais voilà, donc. Mais c'est vrai qu'à l'école normale, on se retrouve avec que des étudiants qui ont choisi d'être là. Et ça fait une grosse différence par rapport à un amphi de première année, où un amphi de première année, il y en a la moitié d'étudiants qui sont là parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire et que donc ils sont là, mais ça les intéresse pas plus que ça. Et d'ailleurs, ils n'ont pas envie de travailler, donc voilà. Donc ça, c'est une raison majeure, qui est donc une raison double, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens qui sont motivés, et du coup, je trouvais ça bien de pouvoir de pouvoir aussi transmettre ce que moi j'ai reçu. Voilà, c'était quelque part une forme de donnant. Et puis après, il y a ce critère que j'ai dit plus égoïste, qui est qu'à l'école normale, très honnêtement, on a des conditions de travail qui sont quand même exceptionnelles, à la fois en termes d'encadrement administratif. Il y avait, pour un petit labo, il y a beaucoup de personnel administratif plus qu'à l'université, donc le travail est plus simple. Et puis une charge d'enseignement qui est quand même globalement moins lourde. Donc voilà, donc il y a, je dirais, il y a tous ces aspects. Et puis il y a un aspect, je pense que j'ai pas réalisé quand j'y suis arrivée, mais qui, avec le recul, et peut-être pour moi celui qui est le plus important, c'est que je venais d'un très gros labo, donc à Pierre et Marie Curie ou Paris 6. Donc un énorme labo que Nathalie connaît bien puisqu'elle y est aujourd'hui, avec des gens qui font pas tous la même chose, mais qui sont tous sur des thématiques qui sont assez proches. Donc ils font de l'analyse, des équations d'irrépartielle, voilà, qui étudient beaucoup des équations qui sont des équations de la physique ou de la biologie, mais voilà, des modèles dynamiques ou totalement statiques de phénomènes qui peuvent être aussi des équations qui viennent de l'économie, mais voilà, qui sont quand même des gens dans une discipline à l'intérieur des maths qui est assez bien, un périmètre assez clair, même si évidemment tout le monde ne fait pas exactement la même chose, mais c'est quand même des cousins proches. Et ce qui est différent à l'école normale, c'est que c'est un tout petit labo, évidemment, qui a pour but de former les élèves normaliens. Donc, évidemment, le but de l'école normale, qui est une école nationale, est de former des gens qui iront partout en France, et puis sur toutes les disciplines des maths. Et donc, ça veut dire que sur un petit labo, on a une représentation très large de maths très différentes. Et pour moi, ça a été vraiment une chance parce que j'ai pu faire rencontrer et aller travailler avec des collègues qui font des choses très différentes de ce que je fais. Donc de la géométrie, des probabilités, et honnêtement ça m'a ouvert un horizon, je pense, que je n'aurais pas eu en restant dans un milieu qui est à la fois plus confortable, d'être avec des gens qui sont comme soi, il y a une certaine forme de confort, mais en même temps en termes d'ouverture, je pense que pour moi c'était une très grande chance. Et donc finalement si a posteriori, qui est pas la raison qui m'a fait choisir ce détachement, a posteriori, j'ai eu la chance de rencontrer évidemment des élèves très motivés et qui obligent quelque part à soigner beaucoup l'enseignement, qui posent des questions, qui obligent à remettre les choses à se remettre en question, et donc je dirais dans une posture d'enseignement qui est moins confortable. Évidemment, c'est plus confortable d'aller faire un cours de première année, on sait le truc par cœur, on va débiter son truc, personne ne va amener de contradiction. Donc voilà, donc une posture d'enseignement qui est moins confortable, mais que
je trouve très porteuse quand même. Et puis aussi une posture de recherche avec quand même des choses très éclectiques qui, de la même façon, est moins confortable, mais je pense porteur d'une grande ouverture. Donc, a posteriori, c'est ces deux choses-là qui quelque part me frappent le plus. Et puis une troisième chose, mais qui est peut-être plus négative, parce que chaque expérience a aussi son lot de peut-être de choses plus négatives, qui est ça m'a apporté un certain recul par rapport au système des grandes écoles. Donc dont je suis un pur produit. On a retracé mon parcours et donc on a vu que je fais une classe prépa dans un grand lycée parisien, et l'école normale, qui m'a permis d'avoir un parcours super accéléré et donc d'être toujours au bon endroit quelque part. Donc une succession de chances, mais qui est pas extérieure à ce parcours tout fléché. Mais j'ai vu aussi, parce que j'ai assumé la direction des études pendant plusieurs années à l'école normale, à quel point ce système démolissait les gens. Donc pour moi, j'en retire une conclusion qui est assez mitigée, c'est-à-dire qu'à la fois je vois que ce système produit de l'excellence. On peut pas nier quand même que l'école française de mathématiques fonctionne bien et que c'est pas complètement extérieur au fait qu'il y ait ce système de grandes écoles où on pousse les gens, où on a dit et je redis qu'il y a d'autres façons d'accéder au milieu de la recherche que ces grandes écoles, mais c'est vrai quand même qu'elles ont beaucoup et elles continuent à participer à une formation quelque part d'excellence parce que comme on se retrouve avec un public que d'élèves très souvent assez brillants, on peut aller très loin et avoir quelque part une assise, je dirais, de culture mathématique qui est sans doute plus forte que ce qu'on peut avoir ailleurs, même dans d'autres écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de temps, on fait que des maths, et donc les gens ressortent de là avec, je pense, une vue de l'ensemble de domaines des mathématiques qui, je pense, c'est quand même une vraie chance. Donc, je pense que c'est important de dire qu'il y a des choses quand même très bonnes dans ce système, mais il y a aussi des choses très mauvaises. C'est un système qui est hyper compétitif, à commencer par la prépa, qui avec une fuite en avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit, ça devient complètement délirant, c'est-à-dire il faut être dans le bon lycée pour pouvoir aller dans la bonne prépa, qui est la bonne prépa pour pouvoir rentrer, parce que aujourd'hui ces très grandes écoles, elles recrutent dans des prépas de moins en moins nombreuses, donc c'est vraiment un entonnoir, mais un entonnoir à chaque et ça commence maintenant aujourd'hui au collège. On se dit où est-ce qu'il faut mettre son enfant au collège pour aller dans le bon lycée. Pour moi c'est un système qui marche sur la tête, où on pousse vraiment les gens quelque part à surdévelopper certaines capacités, quitte à en laisser d'autres complètement de côté. Donc on voit beaucoup d'élèves qui ont franchement des capacités intellectuelles au-delà du commun, je pense, mais qui ont développé des capacités sociales franchement en dessous du commun pour le coup. Et donc pour moi c'est un vrai problème, c'est-à-dire on fait pas attention à faire grandir les gens dans toutes leurs dimensions d'être humain. Et donc, alors peut-être que c'est avec l'âge qu'on est plus sensible à ça, ou parce que, je sais pas, peut-être que c'est moi personnellement qui soit plus sensible à ça, mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit pour former peut-être chaque année, et je pense qu'il y a effectivement au moins 10 mathématiciens à l'école normale qui finissent avec des super postes partout dans le monde, voilà. Et pour ces 10-là, on n'a pas le droit de casser des promos entières de normaliens, et puis surtout tous ceux qui sont pas rentrés. Et donc pour moi, et je veux pas scier la branche sur laquelle je suis assise, puisque je suis à l'IHES aujourd'hui, mais je suis toujours en détachement de l'école normale supérieure de Lyon. Donc je veux pas condamner ces institutions. Je pense que encore une fois, elles font du très bon travail. Il y a des équipes de recherche qui sont super. Mais je pense qu'il faut qu'on soit attentif à cette question d'avoir des gens à qui on autorise, enfin qu'ils s'autorisent eux-mêmes en tout cas, à s'épanouir dans d'autres dimensions que juste celle d'une discipline. Ok. Donc t'es resté là-bas et tu y es resté jusqu'en 2016, je crois, avec tout de même entre-temps une année sabbatique à Boston, où tu as été à l'université de Harvard et au MIT. Et qui a eu le bon goût de tomber pendant que j'étais en thèse avec toi. Donc j'ai eu la chance d'aller te rendre visite là-bas à 2 reprises, ce qui constitue d'ailleurs parmi mes meilleurs souvenirs de thèse.
Donc, dans quel contexte s'est faite ton année aux États-Unis? Pourquoi être partie là-bas? Je pense que c'est pareil, il y a toujours une combinaison de facteurs. Donc, ce que je peux dire, c'est que peut-être ça va te paraître surprenant, mais je suis pas partie pour travailler avec quelqu'un. J'avais pas j'ai pas eu de collaboration très spécifique. J'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai discuté, mais j'ai pas eu de collaboration spécifique là-bas. Je pense que c'était plus un besoin personnel et familial de prendre l'air. Comme on a dit, j'ai été formée quand même à l'école normale, j'étais en poste très très loin jusqu'à Paris 6. Et après, je suis revenue à l'école normale, donc tout ça quand même dans un mouchoir de poche, avec une communauté parisienne qui, à la fois, est d'une très grande richesse. Je pense que c'est la communauté mathématique parisienne est probablement la plus grande communauté mathématique au monde. Mais avec aussi tout un tas d'habitudes, ce système du coup dont je commençais à revenir de classe prépa, d'un peu d'entre-soi quand même, que je commençais à trouver un peu fatigant. Beaucoup de responsabilités à l'école normale aussi, notamment cette responsabilité de direction des études qui, moi, m'a quand même pris pas mal d'énergie, et puis pas que d'énergie de temps, quoi, d'énergie mentale aussi. Enfin, et voilà. Donc je pense que j'avais besoin de prendre un peu l'air, et puis de prendre aussi un peu l'air pour ma recherche, donc de me poser. Donc ça a été une année très chouette parce que j'avais des choses en cours, mais j'ai eu du temps vraiment pour me poser. Peut-être c'était la première fois vraiment depuis ma thèse en fait que j'avais cette opportunité pendant un an j'avais pas trop je faisais des cours mais j'avais pas de responsabilité sur place, et d'avoir vraiment du temps pour réfléchir, pour sécher, pour avoir peut-être des choses qui avancent pas, et puis quand même au final des choses qui sont pas mal débloquées. Donc pour ça c'est une expérience qui est très chouette en termes de recherche, d'avoir pu quelque part s'extraire pendant une année, et puis après une très belle expérience familiale, de partir un an dans un pays étranger où on connaît personne, on découvre ensemble, on est tous au même point, c'est-à-dire on est adulte ou enfant, mais on est au même point de découvrir le monde qui nous entoure. Et puis une expérience aussi chouette académique, de voir comment un autre système fonctionne, qu'il y a d'autres possibilités, avec des avantages et des inconvénients. Justement, j'allais te demander. T'as dû observer des différences notables avec le système français. Qu'est-ce que tu dirais que cette année t'a apporté? Est-ce que ça a changé quelque chose, ou c'était une parenthèse très agréable? Non, ça a changé quelque chose. D'une part sur en termes de recul par rapport à notre fonctionnement en France. Ouais. Donc j'ai dit par exemple notre système de grandes écoles, même si il y avait déjà un certain nombre de choses qui m'avaient alerté. Et puis une autre chose, je pense quand même, si on veut rester sur le point de vue plus professionnel, je crois que je préfère la façon de travailler en France. C'est-à-dire que je pense que, et peut-être que ça changera, donc on a dit que souvent les choses nous arrivent avec du retard, mais jusqu'à maintenant, je trouvais qu'on avait finalement beaucoup plus de liberté dans notre façon. On a sans doute moins de moyens, mais aussi beaucoup plus de liberté dans notre travail de recherche en France. Donc voilà, je trouvais un système, quand je suis revenue, un regard beaucoup plus, pas neuf, mais un peu différent. Voilà, et puis quand même l'envie du coup de quitter de façon un peu plus permanente cette communauté parisienne où encore une fois j'ai reçu beaucoup. C'est une communauté qui est très chouette, mais puisqu'on est parti une année après à Lyon. Parfaite transition. Effectivement, un an après ton retour, tu as obtenu un poste de professeur à l'ENS Lyon. Je pense que tu viens de répondre un petit peu à la question pourquoi avoir fait le choix de partir. T'avais envie un petit peu d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Voilà, alors d'une part j'arrivais de toute façon il y a une règle à l'ENS à Paris qui fait qu'on peut pas rester plus que 10 ans, qui est une règle extrêmement saine, ça je pense que c'est très bien. Donc de toute façon il fallait que je quitte l'ENS, donc évidemment j'avais la possibilité de revenir à Paris 6 puisque Paris 6 c'était l'université qui me prêtait à l'ENS, donc je dépendais toujours de Paris 6, j'aurais pu revenir au labo Jacques Willons. Mais l'idée de finalement de se tourner vers le passé était quelque chose qui m'enthousiasmait pas plus que ça. Et puis j'ai quand même, ce que j'ai dit, beaucoup apprécié le fait d'être dans un petit labo avec des gens qui font des choses très différentes. Et donc j'avais envie de continuer cette expérience différemment et ailleurs. Et ce qui m'a attiré à l'ENS de Lyon, donc évidemment c'est un profil un petit peu similaire à l'ENS de Paris. Il y a aussi des étudiants
assez brillant, etc. Mais du point de vue de la recherche, ce qui m'intéressait, c'était les collaborations avec le laboratoire de physique que j'ai beaucoup développé là-bas. Donc jusque-là, j'avais toujours ce regard mêlé de maths et de physique, mais qui restait quand même un travail très mathématique, puis de temps en temps des discussions avec des physiciens. Et là, à Lyon, je dirais que c'est une nouvelle étape dans cette collaboration qui est devenue beaucoup plus incarnée, puisqu'on a lancé un groupe de travail qui se réunit une journée entière par mois, qui est vraiment mixte avec des mathématiciens et des physiciens, que j'ai travaillé sur des problèmes vraiment posés par des physiciens, sur lesquels on a discuté. Enfin voilà, je pense que j'ai passé une nouvelle étape quelque part dans cette collaboration entre mathématiciens et physiciens. Donc ça c'était une de mes motivations aussi pour aller à l'école normale de Lyon. Ok. Et donc, tu y es resté 5 ans, je crois 4 ans 5 ans. 5 ans. Et donc 2021, tu es passée professeure permanente à l'IHES, où tu es devenant au passage, si je ne m'abuse, la première femme à obtenir un poste de ce genre, professeure Je permanente. crois. J'espère que c'est pas juste pour ça que j'ai un poste petit. Quelque chose me dit que non. Et donc, pourquoi avoir rejoint l'IHES ? Écoute, c'est une bonne question. Parce que il y a plusieurs raisons. D'une part, une raison totalement pratique, qui va faire plaisir à personne, mais tant pis, je vais le dire parce que ça faisait comme partie des motivations, qui était que j'arrivais à la fin de mon IUF. Donc l'IUF, c'est de délégation en fait. C'est l'Institut universitaire de France propose à certains professeurs et maîtres de conférences sur dossier d'avoir un allègement de leur service d'enseignement pour avoir plus de temps normalement à consacrer à leur recherche. Donc la réalité pour moi c'est que j'avais moins d'enseignement, ça c'est sûr, pour pouvoir consacrer plus de temps au reste, hein, donc à ma recherche un petit peu et aussi à beaucoup d'activités en plus que j'ai qui sont des responsabilités administratives, des évaluations à droite à gauche d'instituts en France, à l'étranger, des jurys de prix, des responsabilités avec l'académie, la direction depuis quelque temps de l'Institut des maths de la planète Terre. Enfin voilà, donc malheureusement, c'est pas juste une question de faire moins d'enseignement pour faire plus de recherche, mais de faire moins d'enseignement pour faire tout un tas de choses qui sont connexes à la recherche, mais pas forcément de la recherche. Et donc, quand je suis arrivée à la fin de ce détachement et qu'il fallait que je reprenne un service plein d'enseignement, et en fait, le calcul était que si je faisais un service plein d'enseignement et que je continuais, alors je pourrais essayer de réduire, mais c'est pas si simple que ça de réduire ces activités, je dirais, annexes, qui prennent quand même beaucoup de temps, elles sont pas si annexes que ça. Eh bien, le temps qui resterait pour ma recherche était vraiment réduit à peau de chagrin. Et donc, voilà, c'est vrai que la proposition de l'IHES, qui est un poste de professeur, mais qui dit mal son nom puisqu'il n'y a pas d'enseignement, eh bien, était tout à fait alléchante, puisque du coup, ça me permettait de continuer à faire un tout petit peu d'enseignement, ce que je continue à faire à Lyon pour le plaisir d'enseigner, et puis d'avoir quand même un temps significatif pour ma recherche, même en conservant toutes ces responsabilités par ailleurs. Je le dis franchement, et donc je pense que ça s'appliquera à l'avenir. Mon choix préféré, ce serait d'enseigner normalement, de faire ma recherche et de faire diminuer ces activités annexes. Mais en même temps, il faut bien des gens pour le faire. Et puis, voilà, si on a aussi un peu des idées que la communauté devrait évoluer dans tel ou tel sens, il faut aussi y consacrer de l'énergie. Donc voilà, c'est pas gratuit. Donc voilà, donc ça c'était une raison, je dirais, tout à fait individuelle de garder du temps pour ma recherche dans des conditions qui sont quand même exceptionnelles. Tu vois ici les locaux, on est super encadré en termes administratifs, donc franchement, pour le coup, sur place, localement, j'ai pas d'activité annexe à la recherche. Et puis après, il y a une autre raison un peu plus collective, qui est que c'est un institut qui a énormément de moyens, donc moyens pour faire de sa recherche, mais aussi des moyens en termes humains, de beaucoup de postes de professeurs invités, beaucoup de postes quand même de postdoc,
Donc ça veut dire une grande circulation et donc potentiellement un endroit qui peut être vraiment une fourmilière de recherche, un endroit où il y a beaucoup d'émulation, beaucoup de passages, beaucoup de mélanges. Donc ça, je trouve ça très sur le papier en tout cas, c'est vraiment, je trouve, un outil magnifique pour animer une communauté de recherche, pour en faire devenir vraiment une communauté de recherche. Et donc, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que d'une part, jusque-là, les mathématiques qui étaient représentées à l'IHES, c'est plutôt ce que tu as appelé tout à l'heure des maths pures, enfin, que je dirais plutôt d'une autre façon, donc plutôt de la géométrie, de la théorie des nombres, un peu de système dynamique, de géométrie algébrique, etc. Et donc, très peu de choses en analyse. Et donc, il y avait comme Hugo qui était là en probabilité depuis un peu plus longtemps. Hugo Duminil-Copin, dernière médaille Fields. Voilà. Et donc l'idée, c'était d'élargir ce spectre. Et donc, je trouvais ça chouette que la communauté des analystes puisse se mettre avec la communauté des probabilistes et aussi profiter de ce dispositif quelque part. Donc, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut mettre cet outil et avoir des invitations longues, des post-docs, etc., dans ces thématiques. Donc, vraiment vu comme un outil c'est une fondation privée, hein, l'IHES. C'est pas un organisme d'État. Mais, voilà, puisqu'il y a de l'argent là, et il y a des gens qui sont très doués ici pour lever de l'argent pour faire ça, tant qu'à faire, de profiter de cet outil aussi une communauté plus tournée vers les applications ou tournée en tout cas Bien vers sûr. d'autres disciplines. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est très important. Ok. Bon, écoute, ça conclut le retour sur ta carrière. Avant qu'on termine et qu'on passe à la carte blanche, quelques questions générales sur ta vie de chercheuse. Donc déjà, est-ce que tu peux nous en redire un peu plus sur ta recherche actuelle, puisqu'on a parlé, donc tu l'as un petit peu mentionné quand même, mais si tu veux rentrer un petit peu plus dans les détails, on a parlé de ce que tu as fait en thèse, et tu as parlé des deux grandes problématiques qui t'intéressent, dont une qui est liée à la mécanique des fluides et donc l'océan. Ça résonne particulièrement au vu de l'époque dans laquelle on vit maintenant avec le changement climatique. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, donc, je continue à travailler sur plusieurs problèmes à la fois. Je pense que c'est quelque chose qui est important de dire parce que, comme on l'a mentionné, la recherche c'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Et donc, c'est quand même bien d'avoir plusieurs cordes à son arc parce que de temps en temps, il y a des choses qui sont complètement bloquées. Peut-être que du coup, ça avance un peu plus ailleurs et puis on y revient plus tard et ça. Donc c'est bien de ne pas avoir juste, je pense, un seul thème de recherche. Après, il y a un risque dans l'autre sens qui est d'en avoir trop et du coup de pas avoir suffisamment de temps. Moi, ça, c'est quelque chose qui me guette un peu, qui est de vouloir faire plein de choses parce que je suis curieuse, etc. Et on s'aperçoit, alors aussi parce que je fais d'autres choses et puis aussi peut-être parce que passé un certain âge, on a le cerveau un peu moins plastique hein, et donc on est moins capable de sauter du coq à l'âne, etc. Mais aussi parce que la recherche, c'est un travail de toute façon de longue haleine et donc si on passe pas suffisamment de temps sur un problème, c'est sûr que ça va pas avancer, quoi. Donc voilà, donc il y a toujours une difficulté de trouver le bon nombre de problèmes à regarder en même temps, mais voilà, essentiellement quand même, je continue à travailler sur mes deux, je dirais, grandes classes de problèmes, des problèmes qui sont plutôt en physique statistique. Donc, on a parlé tout à l'heure de la transition entre l'équation de Boltzmann et puis la mécanique des fluides. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur l'autre transition qui est celle de la mécanique, qui va de la mécanique microscopique, la mécanique de Newton. Donc, je regarde tous les atomes et comment ils se déplacent à ces modèles plus statistiques de type Boltzmann. Donc là, il y a énormément de questions ouvertes qui sont très intéressantes et qui vont aussi toucher des questions très philosophiques, donc autour de l'entropie, des questions du sens du temps, voilà. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment quelque chose qui est très riche. Ça fait, je pense, que ça fait maintenant pas loin une dizaine d'années que je travaille sur ces questions de plus de systèmes dynamiques de très grande dimension en fait, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a énormément de particules dans votre gaz et vous essayez de comprendre qu'est-ce que vous pouvez dire du comportement qualitatif de ce très grand système. Et évidemment, il est impossible de suivre chacun des atomes et donc il y a tout un tas de notions peut-être de mots qui peuvent évoquer
beaucoup de choses différentes dans l'imagination de chacun, de chaos, d'entropie, on a dit, de aussi quelque chose qui moi me fascine. Hein. Donc je dis juste ça et puis après je passe à autre chose. Quelque chose qui me fascine, c'est comment le désordre au niveau microscopique, parce que le chaos c'est ça, c'est le désordre. Donc on n'est pas capable de suivre les trajectoires, c'est tellement compliqué, c'est tellement instable, tout. Enfin voilà, si je voulais suivre la trajectoire d'un atome, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Puis si je bouge un tout petit peu lui ou un de ses voisins, ça va être complètement différent. Donc on sent que c'est des choses qui sont presque pas déterministes en fait. On peut pas suivre. Donc c'est des objets extrêmement compliqués. Et donc ce grand bazar à l'échelle microscopique génère à l'échelle macroscopique ou statistique des structures qui sont extrêmement stables. Et ça, pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose qui est fascinant, qu'on retrouve dans ces problèmes de physique statistique, mais qu'on retrouve aussi à d'autres échelles, par exemple à l'échelle de l'océan. Si on regarde tous les petits tourbillons, toutes les vagues, c'est impossible de suivre toutes les vagues, tous les déferlements de vagues, les gouttes, etc. Et on se retrouve quand même à l'échelle macroscopique avec des grands courants qui ont une structure extrêmement stable, etc. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un puissant fond d'essayer d'explorer cette question de comment quelque chose qui est aussi instable, aussi imprédictible à une toute petite échelle fait que quand même en moyenne à la fin on obtient des structures qui sont extrêmement stables. Donc ça je trouve que ça interroge évidemment du point de vue des maths, c'est ce qu'on peut démontrer des théorèmes, mais ça interroge aussi même la physique. Comment est-ce qu'on s'explique ce miracle quelque part d'obtenir des choses aussi résilientes, hein, pour employer un terme qui est. Et puis est-ce que ce concept-là peut s'appliquer aussi, je sais pas moi, à des choses qui sont plus des sciences sociales? Qu'est-ce qu'on peut en dire philosophiquement? Enfin voilà, pour moi ça ouvre vraiment plein de perspectives et voilà, je vais pas rentrer dans le détail technique de ce qu'on fait, mais je trouve ça intéressant d'expliquer en quoi cette question, en fait, finalement, elle peut, en tout cas, évoquer une réflexion en chacun, qu'il soit mathématicien ou pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter tous. Que si on regarde le mouvement d'une rivière, pareil, derrière une pile de pont, c'est un bazar sans nom. Donc les physiciens mettent beaucoup ça dans le terme de turbulence. Mais les choses ont beau être turbulentes, il se retrouve que quand même, quand on se retrouve à très grande échelle, il y a quand même des choses qui ont l'air de résister à tout ça. Donc pour moi, ça c'est vraiment une source de fascination qui est et donc même si de temps en temps je pense à changer de métier parce qu'il y a plein de choses qui vont pas dans la recherche, et ben j'avoue que ma curiosité reste entière sur ce genre de questions. Et puis donc l'autre partie de mon travail concerne du coup des choses à plus grande échelle, effectivement, sur toutes ces questions de courants marins, de propagation d'ondes, etc. Et donc peut-être s'il y a un mot que je devais dire qui peut-être est un dénominateur commun à ce que je fais sur ces questions de mécanique des fluides, c'est toutes les questions autour de l'anisotropie. Alors l'anisotropie, c'est peut-être un gros mot, ça veut dire qu'il se passe pas du tout la même chose dans toutes les directions. Donc ça, on voit évidemment que c'est le cas dans un flot océanique, puisqu'on voit bien que la direction verticale n'a pas du tout un rôle symétrique par rapport aux directions horizontales. Mais même les directions horizontales, la latitude et la longitude jouent pas du tout le même rôle, à cause des phénomènes de rotation, à cause des phénomènes aussi de ce qu'on appelle de stratification. Hein, l'eau est plus lourde dans le fond de l'océan qu'au-dessus. Voilà. Et donc toutes ces questions d'anisotropie sont liées évidemment à de la géométrie, mais sont aussi tractables avec de l'analyse. Et voilà. Donc ça, là aussi, je trouve qu'il y a tout un univers qui s'ouvre de problèmes qui sont encore très ouverts. Donc voilà, donc c'est un petit peu les deux jambes de ma recherche, évidemment qui se déclinent après en plein de problèmes plus techniques, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Donc on a une idée un peu plus précise des choses qui t'intéressent. Donc maintenant, d'un point de vue concret, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées ? Ça va être difficile parce que c'est rare qu'il y ait deux journées qui se ressemblent. C'est déjà une partie de la réponse. Exactement. Donc je pense que c'est un métier dont on a déjà évoqué le fait qu'il est extrêmement complet, avec des tâches qui sont très différentes les unes des autres. Et puis donc
Il y a de l'enseignement, on a dit, donc ça, j'imagine que tout le monde voit à peu près à quoi ressemble un cours. Évidemment, un cours, c'est pas juste le moment où on est face aux étudiants, c'est un peu de préparation, d'aller bricoler, regarder ce que les gens ont fait, de se mettre au courant. Voilà, toute cette question de prospective qui est utile à la fois pour l'enseignement et la recherche. Je dirais que si on fait abstraction de tout le reste, dans mon travail de recherche, la question de la prospective, de regarder ce que font les gens, je pense que c'est un tiers du travail. Après, il y a un tiers du travail, enfin idéalement en tout cas, qui est de sécher devant la feuille blanche, ou d'en faire quand même des calculs, d'essayer d'explorer des pistes, etc., de finir par trouver quand même quelques idées de temps en temps qui fonctionnent, on espère. C'est pas très souvent, hein. S'il fallait dire une estimation du temps où ça marche, je pense que c'est, je sais pas, 5%. Voilà. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'on débite pas du théorème les uns après les autres, hein. La plupart du temps, on trouve rien. Et puis après, pour moi, une partie qui est extrêmement importante dans cette partie de la recherche, donc j'ai fait un premier pôle qui est l'enseignement, ensuite un pôle de la recherche, qui est toute la question du travail de rédaction et de communication. Donc je sais qu'il y a des gens qui font ça très très vite fait, mais en général mal fait. Et pour moi, ça fait vraiment une partie intégrante du travail, même si c'est une partie qui est souvent pénible, hein, parce que on a l'impression de pas avancer, de refaire les choses, mais en fait, c'est en fait essentiel parce que c'est là qu'on digère en fait. Il y a des choses qu'on trouve un peu par hasard, hein. La plupart du temps, on a essayé plein de trucs et puis on fait un autre calcul sans plus d'espoir que ça va vraiment marcher. Et puis voilà, je sais pas, il y a des idées qui surgissent en temps et qui sont. Mais c'est pas parce qu'une idée surgit qu'on a compris en fait. Et donc pour moi, cette espèce de façon de ruminer en fait les choses, de les relire, même ce qu'on a fait soi-même et même il y a longtemps, fait vraiment partie intégrante du travail. Donc de chercher à réécrire, de chercher des explications, des connexions, et voilà, pas présenter ces maths comme juste une série de calculs, c'est essentiel en fait. Et je pense que c'est une habitude qui se perd trop, parce que c'est du travail qui est pas forcément hyper valorisé. Pour moi, c'est vraiment un travail qui est essentiel, évidemment pour communiquer d'une part avec les autres, mais même pour soi, pour s'approprier son propre travail. Ça peut paraître étrange quand on a produit quelque chose d'avoir besoin de se l'approprier, mais je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important en fait. Voilà. Et puis alors après, et là ça dépend des gens, mais là c'est aussi là que c'est pas forcément une chance d'être une femme. C'est que, évidemment, comme maintenant, il y a tout un tas de règles pour dire qu'il faut qu'il y ait des femmes partout, mais alors qu'il n'y en a pas. Donc on est 10 000 fois plus sollicité pour les charges, je dirais, en dehors de l'enseignement et la recherche. Aujourd'hui, ça représente une partie importante de mon travail. Donc, j'ai dit les comités de recrutement, les comités d'évaluation en France et de tout un tas de structures à l'étranger. Des comités de prix internationaux, des comités éditoriaux, beaucoup aussi, hein, parce qu'il y a quand même une grande activité. L'activité scientifique, c'est pas juste un scientifique qui écrit ce qui lui est passé par la tête. Il y a toute une activité d'expertise de ces articles, hein, qui sont après publiés dans les journaux, mais quelque part la publication c'est l'étape ultime. Mais il y a en amont toute une activité d'expertise, de relire, de vérifier la qualité scientifique, aussi la rédaction. Donc cette partie, je dirais, de travail qui est comptabilisée nulle part, en fait, c'est une partie importante, et encore plus pour les femmes, puisque maintenant, dans tous les jurys de recrutement, il faudrait presque la parité de femmes, il faudrait la parité dans les comités éditoriaux, il faudrait la parité dans les comités de prix, la parité dans les élections à l'Académie. À l'Académie, elle a aussi une mission de transmission vis-à-vis de la société, notamment des politiques, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Une mission d'éducation, et en tout cas de réflexion sur l'éducation, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc voilà, tout un tas d'activités où on voudrait qu'il y ait à peu près autant de femmes que d'hommes, mais sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au niveau professeur et directeur de recherche, je pense que les femmes en maths, ça représente moins de 10% de la population. Et donc, si elles doivent faire la moitié des tâches administratives, on voit bien qu'elles vont pas être très équitablement réparties. Donc, on arrive quand même à la limite de ces politiques de tentatives de rééquilibrage en termes de genre, parce que du coup, c'est vraiment pas juste en fait. C'est que c'est trop déséquilibré entre 10% et 50%, effectivement.
Ok, et donc là, tu viens de nous faire de balayer le spectre de toutes les différentes tâches. Quelle est la partie où tu prends le plus de plaisir? Je sais pas, moi je dois être de bonne composition, mais j'aime bien tout en fait. J'ai pas, non, enfin il y a des trucs sur les parties, les questions administratives, c'est pas ce que je préfère. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont importantes à faire. Dans la partie recherche, évidemment, il y a même si il y a aussi des moments qui sont durs, hein, quand ça marche pas et qu'on est bloqué, c'est pas toujours très marrant. Et l'enseignement, moi j'aime bien. Après, ce qui est compliqué en fait, je trouve, c'est de gérer la combinaison de tout, et puis avec quand même toujours cette frustration qu'on fait jamais les choses autant à fond qu'on aimerait les faire. Voilà, ou alors qu'il faut travailler toujours plus, mais c'est pas non plus une bonne chose en termes d'équilibre personnel. Donc voilà, la difficulté pour moi, elle est plus d'arriver à trouver le bon équilibre que d'essayer de privilégier une direction plutôt qu'une autre. Ok. Et tu viens de mentionner, donc tu travailles beaucoup en collaboration. Comment est-ce que tu les as nouées, ces collaborations? Comment est-ce que ça se fait en général? Comment est-ce que ça démarre? Ouais, on va revenir à la question du début, qui est la question des rencontres. Voilà, il y a beaucoup de hasard quand même. Ouais. Après, ce hasard, il est plus ou moins provoqué, c'est-à-dire que voilà, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions de systèmes de particules et de dynamique microscopique, si on va faire de la physique statistique, on sait qu'il va falloir faire des probas. Moi, c'est pas ma formation, donc j'avais besoin de quelqu'un qui faisait des probas. Et c'est vrai que d'être dans un petit labo où on peut côtoyer les gens, c'est plus facile. Donc voilà, il y a un certain nombre de mes collaborations qui sont nées d'un besoin au départ. Puis après, il y a beaucoup aussi il y a des gens avec qui on apprécie de travailler en fait. Et donc ça donne quand même des collaborations au long cours. Je pense que dans mes collaborations, j'ai un certain nombre de collaborations au très long cours. Ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé directement avec François, et encore l'année dernière, je crois qu'on a travaillé, donc c'était mon directeur de thèse. Isabelle, avec qui on a fait ensemble notre M2, on s'est retrouvés à travailler sur des problèmes qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir, mais dont on s'est aperçu, puisqu'elle travaillait sur des questions de fluides tournants, et moi j'ai dit que je travaillais sur mes plasmas qui tournaient dans des champs magnétiques. Donc c'était a priori des choses assez différentes, puis on s'est retrouvés, et ça fait depuis la thèse ou juste après la thèse qu'on travaille ensemble. Et voilà, comme on a une façon de travailler qui matche bien, on a toujours beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Je pourrais citer plein d'autres collaborateurs. Voilà, moi j'ai plutôt des collaborations en général qui durent dans le temps. Et voilà, donc c'est né peut-être de rencontres au hasard au début, mais après je pense que c'est pas un hasard que ça puisse se continuer. Mmh. Et est-ce que tu as quand même quelques travaux seuls, ou tous tes travaux sont toujours en collaboration? Non, d'abord dans ma thèse, j'en ai quand même pas mal, hein, tous ces travaux au départ sur BGK, sur les plasmas, tout ça c'était des travaux seuls. Après j'ai fait quand même pas mal de choses sur les limites hydro de façon seule sur LR. Plus récemment un petit peu moins, mais quand même régulièrement quoi. C'est pas la majorité, mais c'est pas la majorité parce qu'en fait quelque part il y a un moment où on est tellement pris, je disais c'est difficile de faire les choix, et je trouve que le fait de travailler avec d'autres impose aussi une discipline. On sait que quand on a un rendez-vous pour travailler, et ben avant il faut quand même qu'on ait regardé les choses, et c'est vrai que le premier truc qui saute, c'est le temps quelque part pour faire des choses qui seraient encore en plus. Donc quelque part, c'est pas que j'aime pas ça, même si quand même je préfère travailler en équipe, parce que je trouve que ça fait avancer les choses, de se confronter avec les représentations de ces objets abstraits que d'autres peuvent avoir. Donc j'aime beaucoup travailler en équipe de toute façon. J'ai pas d'angoisse à travailler seule, mais du coup l'occasion se présente de moins en moins souvent. Et donc j'en parlais dans l'introduction, ça m'intéresse de savoir, est-ce que tu as l'impression que le métier a changé depuis que tu as commencé? En principe, non. C'est-à-dire que le métier devrait rester le même. Des nouvelles tâches, d'autres qui ont disparu. En pratique, oui. Oui. Et je pense que le mot qui décrit ça, c'est une course en avant. Une course en avant sur qui vient peut-être de critères d'évaluation que je trouve inappropriés, sur compter des publis, etc. Donc les gens publient de plus en plus chacun. Il y a de plus en plus de journaux. Et je pense que c'est cette croissance, quelque part, je m'en parlais justement vendredi, là, je dois
dois faire un petit discours là pour une remise de diplôme de thèse pour l'ensemble de l'école doctorale de mathématiques ici à Damar. Je pense que ce phénomène de croissance, il est naturel. C'est-à-dire que si on fait rien pour limiter et mettre un peu c'est quelque chose qui arrive. Il y a une petite expérience là que proposait Meadows avec un cerceau où tout le monde doit mettre ses deux doigts sur le cerceau et puis on ne doit jamais laisser de trou. On voit que si on fait ça, inexorablement le cerceau monte. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez naturel dans cette croissance, mais que la communauté devrait prendre la mesure des choses et être beaucoup plus stricte. Donc, stricte sur la qualité de ce qu'on accepte. Et évidemment, et puis du coup, adapter quelque part les critères d'évaluation, parce qu'on peut pas dire aux gens publiez moins, mais par contre, on vous évaluera sur le nombre de publics que vous avez. Ça, c'est pas raisonnable. Donc, pour moi, il y a une vraie réflexion collective à avoir sur nos façons de travailler. Voilà, c'est la course pour les financements, pour les classements pour les classements internationaux, voilà. Et je sais pas très bien où tout ça va en fait. Pour moi, le corollaire de ça, c'est que en moyenne, la qualité décroît beaucoup. Voilà, et que la pression sur les gens augmente beaucoup. Donc c'est les deux corollaires de ça, c'est que je pense qu'un jeune chercheur aujourd'hui a beaucoup plus de pression que quand moi j'ai eu la chance de commencer ma carrière. Des pressions pour soumettre des projets de financement, pour commencer à encadrer des thèses super tôt, pour faire tout un tas d'activités en plus de sa recherche et de son enseignement, pour quand il est postdoc, pour publier suffisamment pour récupérer un autre poste derrière, voilà. Donc je pense que le niveau de pression a augmenté et que c'est pas ça en fait. Donc moi, ce dont je rêverais, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment dans un discours, je pense, qui a été assez remarqué à l'Académie, que moi, ce dont je rêverais, c'est que la communauté soit capable collectivement de se prendre en main et puis de s'autoréguler en fait, et puis d'affirmer d'une voix un peu qui fait consensus vis-à-vis de l'extérieur que bien sûr on est d'accord pour être évalué, parce que moi je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent non il faut pas nous évaluer. Ouais, si en fait on est payé sur les impôts des gens, donc si on doit être évalué, mais que ce soit une évaluation avec des critères qui soient pertinents en fait. Voilà, et donc c'est finalement de changer cette compétition en collaboration et puis d'évaluer les fruits de la recherche d'une communauté en fait, d'avoir une évaluation qui est collective comme le projet doit être collectif. Alors, t'as déjà un petit peu mentionné l'enseignement, juste rapidement. Est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose dans ta recherche ? C'est intéressant en tant que tel, mais est-ce que en plus tu penses que c'est ça fondamental, je pense. Je l'ai effectivement un petit peu dit. Pour moi, quand j'ai parlé de cette expérience d'enseignement à l'école normale, en fait, enseigner, c'est se mettre dans une position. Enseigner, à mon avis, quand on le fait correctement, parce que effectivement, il y a deux positions possibles, deux postures possibles pour l'enseignant, c'est de dire j'arrive, je sais tout, je vais vous expliquer, ou dire voilà ce que je sais, et puis dire quand il y a une question, ça je sais pas. Et je trouve que cette deuxième posture, à mon avis, est beaucoup plus saine. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on va parler d'éducation en général, mais du coup, ça nous pousse quelque part dans nos retranchements, ça nous oblige à aller voir, ça nous oblige à apprendre de nouvelles choses, à se dire, en fait, ça, c'est ouvert tout court, je sais pas, mais en fait, aujourd'hui, personne ne le sait. Et donc, et puis ça nous oblige, donc ça, quelque part, ça nous oblige à faire bouger un peu les lignes, d'une part, de ce qu'on sait, d'aller voir ailleurs, d'être curieux. Et puis, ça nous oblige aussi à redigérer ce que je disais, ce qu'on a déjà fait, donc même ce qu'on a l'impression de comprendre, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de liens avec d'autres choses qui sont moins proches de ce qu'on sait, ou qu'on sait aussi, mais en fait, on n'avait jamais fait de lien. Et ça, faire des liens, faire des connexions, c'est quand même une méthode qui a fait ses preuves pour avancer en général en sciences. Donc oui, pour moi, cette démarche de l'enseignement, elle est intimement liée à la démarche de la recherche.
Ok, écoute, on va juste conclure avant ta carte blanche avec une partie sur ta diffusion scientifique, parce que tu es très impliquée dedans. Tu donnes régulièrement des exposés grand public, des exposés dans les lycées, tu participes à des tables rondes, etc., etc. Alors, pourquoi et en quoi est-ce que c'est important pour toi? Alors, je pense que ça va faire une excellente transition vers la carte blanche. que c'est bien préparé. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, comme on a dit, on fait pas de la recherche pour toi tout seul, on fait de la recherche pour quelque part participer à un patrimoine de la connaissance. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. On fait pas non plus de la recherche juste pour accumuler des médailles ou dire qu'on est très fort. Voilà, pour moi, c'est ce qu'on fait, c'est on construit collectivement un patrimoine de connaissances qui évidemment s'étend de plus en plus, donc c'est de plus en plus difficile d'en maîtriser même les grandes lignes. Donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus de savoir mais ce patrimoine, il doit vivre. Donc ce patrimoine, il fait partie au même titre que le reste du patrimoine de l'humanité. Il n'est pas réservé à certains. Et donc c'est normal que tout le monde puisse en bénéficier. Alors évidemment, il ne s'agit pas que tout le monde comprenne tout dans les détails, c'est juste impossible, hein, par le volume, mais que quelque part ça imprègne nos sociétés, qui sont en fait des sociétés quand même extrêmement technologiques et scientifiques, qu'on le veuille ou non, et donc quelque part pour moi, c'est un geste aussi civique, en fait. C'est donner la possibilité aux gens d'avoir un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'ils utilisent, par rapport aux décisions qu'on leur demande de prendre quand ils votent, par rapport à... Donc, pour moi, c'est pas une option, en fait, de transmettre ces connaissances. Donc évidemment, la connaissance brute... le dernier théorème qu'on vient de démontrer, il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, mais je pense que c'est important, au moins, de sensibiliser les gens, d'une part, aux questions qui se posent, hein, qui croient pas que tout est compris et tout, et voilà. Et sur ces questions, tu mentionnais tout à l'heure les questions de climat, c'est extrêmement important de voir que c'est une science il y a des choses qu'on sait et d'autres qu'on sait pas, c'est aussi une science en devenir, et donc pour que les gens puissent avoir confiance quelque part dans la science, il faut qu'ils en connaissent les limites. Voilà, donc je pense que c'est important de voir quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui, pourquoi il y a des problèmes ouverts. Une deuxième chose qui est très importante, c'est que les gens s'approprient la méthode scientifique, parce que sinon il n'y a pas de confiance, sinon c'est un avis parmi d'autres. En fait. Donc voilà. Voilà, et puis il y a aussi le troisième aspect on pourrait dire une composante qui est presque plus, je pense que dans la science et dans les maths en particulier, il y a une composante esthétique, artistique, une composante de jeu, on l'a déjà mentionné, et donc voilà, je vois pas pourquoi ça serait réservé à une élite. Donc pour moi et puis c'est d'autant plus vrai que effectivement, comme enseignant-chercheur ou chercheur, on est payé sur les impôts du contribuable, et donc effectivement, c'est normal qu'il y ait un retour aussi pour le grand public. Donc il y a à la fois, je dirais, le côté nécessité, et puis quand on parle de grand public, c'est pas très précis, mais je pense qu'il y a des publics ciblés, en particulier les publics des décideurs politiques, ou des décideurs au niveau des entreprises, ou un public de journalistes qui doivent après éclairer une information, où là il y a des besoins spécifiques, en plus de compétences pour pouvoir raconter des choses et prendre des décisions qui sont pas trop n'importe quoi, en fait, qui sont un petit peu bien sûr scientifiquement éclairées. Ça veut pas dire que la science éclaire tout, ça veut pas dire qu'elle remplace, qu'elle donne une réponse. À la plupart des questions, il y a tout un tas d'éléments qui sont indépendants de la science, qui sont de comprendre comment une population peut agir, etc. Donc il y a d'autres éléments, mais la science donne un certain nombre d'éléments d'éclairage, et qui me semble être important à prendre en compte. Et ça peut être fait que si les gens comprennent un minimum quelque chose, quoi. Ok, très bien. Écoute, ça nous fait une transition vers ta carte blanche, parce que c'est pas complètement déconnecté. Non. Donc, de quoi est-ce que tu as choisi de nous parler aujourd'hui? Justement de ces questions de
diffusion et plus précisément, je pense, d'éducation en fait. L'éducation, évidemment, on pense tout de suite à l'éducation des enfants en priorité, jusqu'à même la formation des étudiants. Il y a aussi une dimension de formation continue qui est importante aussi, je pense. Et la raison pour laquelle ce sujet me tient à cœur est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que pour moi, il y a un aspect de citoyenneté en fait. Qu'on peut pas être un citoyen éclairé et donc pas à la merci de tous les lobbies, de tous les gens qui vont vous dire comment penser, si on n'a pas un minimum d'éléments pour penser par soi-même. Ça veut pas dire qu'on va contrôler tout et qu'on est spécialiste de tout. Il y a un moment où il faut s'en remettre aux spécialistes, mais quelque part, pour savoir que quelqu'un est spécialiste, il faut savoir aussi comment on sait que quelqu'un est spécialiste ou pas. Donc, quelque part, tout ça est lié. Et donc, pour moi, il y a vraiment un aspect essentiel dans l'éducation que probablement on oublie un peu trop souvent. On parle d'éducation pour former un métier, etc. Mais pour moi, l'éducation, la première chose, c'est de former aussi des gens qui sont des êtres humains, qui vont être capables de vivre en collectivité. Et un métier, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques années, il y a plusieurs dizaines d'années, on avait un métier pour une vie, donc c'était quelque chose vraiment essentiel. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont changer de métier, il y en a plein. Et donc oui, la formation, c'est pour avoir un métier, mais c'est pour moi dans l'éducation, c'est plus que ça. C'est faire grandir des gens qui vont être des hommes et des femmes, des citoyens, des gens capables de vivre ensemble, de parler ensemble. Et donc pour moi, l'éducation est vraiment il y a cette question de transmission d'un patrimoine et il y a cette question de finalement alors on peut se dire mais de quoi elle parle, elle est mathématicienne, quel est le rapport avec la choucroute et je crois que quand même dans les sciences, c'est pas que dans les mathématiques mais aussi dans les mathématiques, il y a un certain nombre de choses qui peuvent éclairer ce savoir vivre ensemble en fait. Donc et c'est ça que je voudrais développer rapidement. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais je voudrais quand même donner quelques éléments. Donc aujourd'hui, quand on discute d'enseignement, on discute de savoir si on met dans le programme les nombres complexes, pas les nombres complexes, la représentation ceci, cela. Honnêtement, franchement, si on me demande mon avis, je vais dire, et c'est sûrement pas bien, mais que je m'en fous complètement. C'est-à-dire que je pense qu'on peut très bien vivre aujourd'hui sans savoir ce que c'est qu'un nombre complexe. Et par contre, je pense qu'on peut pas vivre sans avoir un minimum justement de méthode scientifique. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que il me semble qu'avant de parler de programme, ce qui devrait être quelque part la question qu'on discute quand on discute d'éducation, c'est finalement quelles compétences on voudrait que les gens aient et pas que des connaissances. En fait, une connaissance aujourd'hui, la connaissance elle est disponible. Je tape sur Google, je tape un truc et je vais. Alors il faut que je sois quand même capable de savoir qu'est-ce qui est un document auquel je peux donner foi et un document qui est juste de l'intox. Mais sinon, l'information, elle est quand même disponible très facilement. Donc, quelque part, pour moi, la connaissance, si on apprend un peu moins de choses, on a d'autres façons de récupérer. Donc, la question, c'est comment on se comporte par rapport à cette connaissance et comment est-ce qu'on aborde les problèmes en général. Et je crois que la méthode scientifique, elle nous donne beaucoup d'éléments en fait par rapport à ça. Elle nous donne d'abord un premier élément qui est de savoir ouvrir ses yeux et observer les choses. Et je dirais quand on extrapole, de peut-être être capable effectivement de faire la différence entre des observations qui vont bien avec le bon sens et des observations où les gens vont nous dire des choses qui visiblement sont voilà. Donc je pense que cette capacité à observer, à prendre le temps en fait de regarder les choses avant de commencer à faire des déductions précipitées, à voir la complexité des choses parce que observer c'est aussi être capable de voir que les choses sont complexes et pas juste regarder par le petit bout de la lorgnette quoi. Donc pour moi, il y a dans cette capacité à observer, à prendre le temps de faire, à prendre le temps de comprendre comment les choses sont liées entre elles. Déjà, quelques éléments qui évitent des simplifications qui conduisent en général à des excès. Ensuite, il y a la question du raisonnement. Et ça, je trouve que dans les programmes de maths, notamment, on a beaucoup trop lâché là-dessus. On décide qu'il y a moins d'heures de maths parce qu'il faut faire, je sais pas quoi, plus d'infos, plus de, je sais pas quoi.
why not? Enfin, je sais pas, il faut en discuter, il faut se poser autour de la table et justement commencer par fixer des objectifs en termes d'éducation avant de savoir si on met 3 heures ou 4 heures. C'est quelque part, pour moi, ça, c'est la cuisine, quoi. Alors, la question, elle est, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Et donc, pour moi, dans un cours de maths, s'il y a pas, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, les nombres complexes, c'est pas très grave. Mais par contre, s'il y a jamais de raisonnement déductif, alors là, c'est très grave parce qu'en fait, on prive les gens de comprendre finalement comment ça fonctionne, de développer leur sens logique, de leur capacité à raisonner, et puis à partir d'éléments qu'on leur donne, à se forger leur propre idée. Et pas une idée qui soit juste c'est mon voisin de droite qui a crié plus fort, donc c'est lui qui doit avoir raison en fait. Donc pour moi, cette capacité de raisonnement, elle est indispensable, et s'il doit rester qu'une seule chose dans les cours de maths, c'est ça en fait. Donc tout à fait d'accord. Alors je vais dire qu'une seule chose, mais après je vais en dire une deuxième, donc ça sera pas qu'une seule, ça sera une deuxième chose. Ensuite il y a ce recul par rapport à, on l'a évoqué tout à l'heure, par rapport à la question de modèles, etc., et à toutes les questions d'incertitude. Et ça me paraît quelque chose qui est essentiel aussi pour comprendre que il y a des choses, on en est à peu près sûr. C'est-à-dire si je mets une pomme sur ma tête, je bouge ma tête, la pomme va tomber. Bon, ça, ok. Mais il y a plein d'autres choses où quand on fait un modèle, on fait une prédiction, etc., il y a une incertitude, et je suis effarée souvent et là en ce moment on organise une formation pour les journalistes, et pour moi c'était vraiment indispensable qu'on aille là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut pas balancer des chiffres sans parler d'incertitude. Donc ça pour moi et ça quand même malgré tout, ok, on dit ces incertitudes sur le climat, etc., mais enfin c'est quand même quand on est mathématicien, qu'on fait des stats, qu'on fait des trucs, on est quand même bien placé pour parler de ce genre de choses. Donc je pense que ça c'est vraiment un troisième élément qui me paraît introduire en fait dans un dialogue quelque chose qui est pas toujours une réponse unique à la fin, où il y a laisser une place pour il y a des choses qui vont pas forcément se passer comme on a produit, finalement l'argument de un tel est intéressant aussi, et voilà, il y a pas une seule explication possible, un seul scénario, voilà. Donc ça c'est la troisième chose qui me paraît importante. Pour rebondir là-dessus, par exemple, un exemple que tout le monde connaît, c'est les sondages. Il y a très peu de gens qui savent que les sondages sont toujours accompagnés d'intervalles de confiance. Donc que le chiffre qu'on obtient, c'est pas exactement ça qu'on a sondé. Il y a une fourchette autour. Et donc quand on a des sondages à 49, 51, en général, l'intervalle de confiance recouvre les deux. Donc, ça veut dire que ça peut autant être l'un devant que derrière. Et ça, c'est des petites notions qui sont quand même assez classiques quand on a une formation. Ça fait partie des premières choses qu'on voit quand on fait des statistiques. Et ça me semble nécessaire que ce soit connu du grand public, ou au moins mentionné par les gens qui donnent ces chiffres. C'est pour ça que je trouve que c'est super que vous ayez des formations pour les journalistes qui passent leur temps à asséner des chiffres, et que ce serait bien de donner un petit peu de contexte à ces chiffres. Donc ça c'est trois choses, je pense, auxquelles les gens pensent naturellement, quelque part observer, raisonner, et puis donner quelque part une validité d'un modèle, une validité d'un chiffre, une validité. Donc ça, je pense que c'est effectivement c'est au cœur d'une démarche scientifique. Et il y a une quatrième chose qui me paraît j'en ai plus que deux. Il y a une quatrième chose qui me paraît essentielle, c'est la question de se tromper. Ah oui. Et pour moi, peut-être c'est même la première chose que j'aurais dû dire, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche, on voit bien qu'on passe sa vie, j'ai dit tout à l'heure, je pense 95% du temps à se tromper, à dire des choses qui sont pas justes, etc. Et en fait, on s'aperçoit que dans le monde en dehors de la recherche, y compris à l'école, se tromper, c'est ce qu'il y a de plus grave. En fait, il vaut mieux. En langue, on voit que les Français sont nuls en langue. Et pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux se taire que de dire une phrase avec une faute. En fait, non. Si on veut s'exprimer, il vaut mieux dire une phrase avec une faute que quelqu'un comprendra même s'il y a une faute. Il nous dira qu'il y a une faute. Et puis la prochaine fois, en plus, on fera mieux parce qu'on saura qu'il y a une faute et qu'on ne le fera pas. Donc, et puis des exemples, on peut en trouver plein. Mais du coup, aujourd'hui, les gens,
comme quand il n'y a pas cette culture de se tromper et que c'est pas grave et qu'on apprend comme ça, et ben ça a deux conséquences, je dirais, que je trouve très mauvaises. C'est la première, c'est qu'un élève qui comprend moins vite, etc., il est enfermé quelque part dans son rôle de mauvais élève et il n'en sortira jamais juste parce qu'il aurait eu besoin peut-être de 2 coups de plus. Il aurait compris comme tout le monde, hein, mais donc je pense que ça, c'est un premier problème parce que après il y a des problèmes de confiance en soi, etc. Puis un deuxième problème, c'est que les gens préféreront s'enferrer dans leur erreur plutôt que de reconnaître qu'ils se sont trompés. Et donc je pense que c'est pas pour rien qu'on arrive à des débats totalement stériles, qui sont plus des débats, en fait, qui sont des dialogues de sourds, où chacun dit ce qu'il pense, et puis de toute façon, on changera jamais d'avis. Donc pour moi, cet apprentissage de se tromper, et que finalement, c'est quelque chose qui fait grandir, et ben ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut aussi aborder via les sciences. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que même si c'est pas toujours l'image qu'on en donne, la science c'est un projet collectif et je pense qu'aujourd'hui notre société elle a besoin de choses qui rassemblent, d'apprendre à travailler ensemble. Et c'est pareil, c'est pas tellement comme ça que c'est enseigné au lycée, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel à réfléchir, c'est comment est-ce qu'on met plus de collectif dans notre enseignement. Donc pour moi, quelque part, ces questions autour de l'éducation sont essentielles et je crois que même en tant que scientifique, on a quelque chose à dire. Après, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour nous entendre? Ça, c'est une autre question. Mais je crois quand même que par le travail qu'on fait tous les jours, parce que quelque part, on est dans cette position d'apprendre toute notre vie, et ben, on a quand même quelque chose à dire sur la façon dont on peut repenser un peu l'éducation aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. On va passer aux recommandations et ensuite on conclura. Est-ce que tu as des choses à recommander aux Je vais faire juste j'en profiter juste pour faire un petit coup de pub. Parce que depuis donc 2 ans, je dirige l'Institut des maths de la planète Terre, donc qui est un institut qui, comme son nom l'indique, regroupe au départ des mathématiciens, mais aussi avec des gens qui regardent toutes les questions environnementales, donc des géophysiciens, des physiciens pour les questions autour du climat, autour de l'activité sismique et volcanique, des biologistes, des gens qui s'intéressent à la biodiversité, et puis aussi des gens qui s'intéressent à des questions plus humaines, donc des économistes, des démographes. L'idée, c'est justement de dire, l'environnement, c'est un problème extrêmement complexe. On peut pas faire ça à chacun de son côté, et donc on va se mettre en réseau pour travailler ensemble. Et donc cet institut a diverses missions. Donc évidemment une mission de favoriser la recherche, donc de soutenir des projets interdisciplinaires. Une mission, comme on vient d'en discuter pas mal, de formation, parce que en général les chercheurs sont formés dans une discipline essentiellement, et donc il y a une vraie question de comment on fait de la formation continue. Tout à l'heure on a parlé plutôt de formation initiale, mais je crois qu'il y a un vrai défi autour de ces questions interdisciplinaires de formation. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et puis, un troisième défi qui rejoint encore plus ce qu'on discutait avant, puisque c'est la question de la diffusion auprès du grand public donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait cette formation là pour les journalistes, puisque quand même globalement ils arrivent à toucher un public qui est plus large que ce que nous on peut toucher par nos propres moyens. Et donc cet institut fabrique en temps réel et collecte aussi, parce que c'est inutile de réinventer la poudre, donc tout un tas de documents autour des mathématiques qui peuvent être liés à l'environnement et à la planète Terre. Et donc je vous invite à aller consulter son site. Malheureusement pour l'instant il n'est pas encore tout à fait, c'est un vieux site qu'il y a, mais le site devrait être bientôt prêt. Et il y a une multitude de ressources à tous les niveaux. Donc il y a des activités de diffusion, des choses qui ont été faites, des cours qui ont été donnés sur le climat dans les premières années de fac, des cours spécialisés dans des écoles plutôt pour des gens qui sont thésards ou chercheurs déjà confirmés sur des disciplines qui sont pas forcément la leur. Voilà, donc il y a toute une multitude de ressources à des niveaux très très variés. Donc je pense que chacun peut y trouver son compte. Et voilà, je
J'en profite pour faire un petit coup de pub. Très bien, très bien. Alors moi, du coup, je vais encore recommander un podcast. Donc, je recommande le podcast La Bosse des maths, qui est produit par Texas Instruments. Je crois que c'est ceux qui font les calculatrices. Donc, à ce jour, il y a 4 épisodes disponibles. C'est un podcast qui s'intéresse aux inégalités de genre dans les matières scientifiques. Donc, il traite plusieurs sujets, d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, il donne des exemples d'études qui cherchent. L'une des explications, évidemment, c'est la construction sociale, parce qu'il n'y a pas de différence biologique entre les hommes et les femmes qui peut expliquer ça. Donc, il donne des exemples. C'est très très documenté avec l'exemple, par exemple, de la fameuse étude qui un coup présente un exercice comme un exercice de géométrie et un coup comme un exercice de dessin. Et selon la façon dont on le présente, les garçons ou les filles vont mieux performer. Il donne aussi des clés pour comment lutter contre ces inégalités avec des épisodes où il parle de toutes les actions qui existent sur le terrain, avec par exemple les journées filles et maths, etc. On a déjà parlé dans certains épisodes. Donc c'est bon, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a que 4, mais je trouve que c'est très intéressant car très précis, très documenté. Il donne aussi des témoignages, le témoignage d'une femme qui est maintenant ingénieure dans l'informatique. Donc pour ceux qui veulent donner des arguments aux gens justement qui pensent que c'est normal qu'il n'y ait pas autant de filles, je vous invite à consulter ce podcast parce que vous aurez de quoi de quoi répondre. Donc on va terminer et c'est la fin. Je conclue toujours avec la même question. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Je pense que, mais ça, c'est sans doute classique quand on vieillit. J'ai pas la prétention de faire un métier ou d'avoir une contribution qui soit vraiment utile. Voilà, je pense que d'abord c'est très difficile de mesurer l'utilité. Puis je pense que j'ai pas choisi le meilleur métier si je voulais voir directement l'utilité de ce métier. Mais par contre, pour moi, c'est essentiel que ça s'inscrive dans une dynamique collective. Et donc, en fait, c'est une question qui est difficile, mais d'autant plus difficile que je suis dans une période qui est peut-être liée à mon âge, où je me pose beaucoup de questions sur la suite. Je suis pas sûre d'avoir envie de continuer ce métier, en fait, pour plein de raisons qui sont liées en partie à ce que j'ai dit. Pas que uniquement le fait que la communauté se porte pas hyper bien, mais que je vois, je dirais, plein de chantiers qui me semblent encore plus urgents peut-être ailleurs. Alors après, la question c'est comment est-ce que je peux y contribuer, ça je sais pas très bien. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, l'urgence, elle est de rétablir du lien et du dialogue social. Si c'est quelque chose qu'on peut faire en restant à sa place comme mathématicien, par exemple en aidant à réfléchir sur des questions d'éducation, etc., alors c'est ça que j'ai envie de faire. Et si c'est pas possible de le faire en restant dans ce métier, alors peut-être il faut changer de métier. Donc voilà, en ce sens, j'ai un joker parce que c'est pourtant une question que je me pose depuis déjà un certain temps. Donc voilà, mais je suis pas encore arrivée à une réponse tout à fait satisfaisante. Voilà, comme un certain nombre de gens, j'ai des enfants et voilà, je trouve qu'on a comme devoir de pas leur laisser un monde trop pourri. Donc évidemment, moi, ça m'amuse toujours beaucoup de faire de la recherche et de faire. Et j'ai dit, il y a des problèmes qui me fascinent toujours autant. Si c'est conçu comme une forme quelque part d'esthétique, d'art, et puis vraiment un patrimoine qu'on leur lègue, alors je trouve ça chouette. Mais si ça doit être au détriment de plein d'autres choses, donc il y a toutes ces questions effectivement autour du climat. Donc c'est pas pour rien que j'ai accepté de prendre la direction de cet institut. Je pense que c'est aussi une façon, à notre mesure, de contribuer à ces questions environnementales. Mais voilà, quand je vois comment le dialogue social se délite. Je suis pas sûre qu'on soit à la meilleure place pour contribuer. Alors après, peut-être il y a des gens qui sont plus pessimistes que moi qui disent que de toute façon on peut rien faire. Mais moi j'ai pas envie d'être dans une dynamique où il y a pas de futur possible. Et donc voilà. Donc pour moi la question elle est, je sais pas très bien comment il faudra le faire, mais pour moi c'est important de réfléchir sérieusement à ces questions à la fois de transmission et puis de dialogue. Ok.
Bah écoute, quelle que soit la forme que ça prend, que égoïstement je souhaite plutôt dans les sciences, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci. Merci. Et voilà qui conclut, définitivement cette fois, cet échange avec Laure. J'ai passé un très agréable moment en sa compagnie. J'ai été très frappée et intéressée par le fait qu'elle choisisse de consacrer sa carte blanche à l'éducation. Et j'ai trouvé extrêmement pertinent les arguments qu'elle développait, non pas pour une plus grande, mais pour une meilleure intégration des sciences dans celle-ci. J'espère que ça nourrira vos réflexions, autant que ça a nourri les miennes sur ces questions, et que ça suscitera des conversations, des débats autour de ces thématiques, car je partage son constat sur l'urgence à faire bouger un certain nombre de choses. Quelques nouvelles du podcast avant de vous quitter. Cet épisode devait initialement être le dernier de la saison, mais à l'occasion de la Journée internationale des femmes en mathématiques, qui a lieu le 12 mai, j'ai enregistré un épisode en public à l'IHES. Celui-ci sortira donc au mois de juin. D'autre part, j'ai la joie de vous annoncer qu'il y aura une deuxième saison, car j'ai décroché un financement pour la produire. Merci à mon nouveau partenaire, l'Université Paris-Cité, pour cette saison 2 à venir. Je vous remercie de votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et allez mettre 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Ça prend très peu de temps, mais ça m'aide énormément avec nos amis les algorithmes. À bientôt dans le prochain épisode.